Bonsoir mes amis. Le 22 mai 1988, je mets au point une nouvelle composition utilisant les LED après la couronne de lumière. Elle est beaucoup plus ambitieuse. Il s'agit d'une pyramide de 27 cm de côté en plaques de circuits imprimés soudées entre elles. Elles reçoivent 9 lignes de minuscules LED orange qui vont en décroissant jusqu'au sommet. Elle est disposée sur un boîtier carré de 40 cm de côté et de 6 cm d'épaisseur, sur lequel un carré de plus grosse LED jaune est positionné. Le boîtier contient une grande quantité de circuits électroniques. Quand on passe de la musique ou qu'on chante devant, les lignes oranges se déplacent plus ou moins vite, ou s'inversent, ou vibrent, suivant l'intensité. En fonction des fréquences, l'intérieur s'illumine en vert, rouge ou violet dans une lumière opaline. Alternativement, le carré jaune de l'entourage tourne dans un sens ou dans un autre. La pyramide est très captivante. On peut la contempler de côté, en triangle, ou par le dessus, en carré ou sous n'importe quel angle. Elle peut aussi être le prototype d'une construction beaucoup plus grande, par exemple un toit animé en musique. Malheureusement, n'ayant pas de réseau de distribution, ni même de galerie pour la présenter, cet objet ne sera pas vendu. Ce ne devait pas encore être la bonne direction. J'avais même demandé à Jean-Pierre Poggi, le représentant du ministère de la Culture qui venait me voir de temps en temps, de la présenter. C'était l'époque de l'inauguration de la pyramide du Louvre, et j'avais pensé que ce serait le bon moment. Mais il a refusé, en me disant qu'on voyait déjà beaucoup trop de pyramides un peu partout. En 2006, j'ai quand même pu la présenter au Salon d'art contemporain de Montrouge, près de Paris. Elle a eu un gros succès auprès des visiteurs, et même obtenu le prix Cristal. Quand on a célébré les 30 ans de cette célèbre pyramide, j'ai écrit au directeur du musée du Louvre, mais il n'a pas daigné me répondre. Finalement, elle trouvera sa place en étant filmée et faisant partie des kaléidoscopes, tableaux cinéma, que je réaliserai beaucoup plus tard. D'autre part, j'ai constaté que quand les LED sont visibles directement, ce qui nécessite une grosse quantité pour obtenir une image satisfaisante, les gens pensent technique ou gadget bon marché et pas art, alors que c'est très coûteux à réaliser à l'unité. Plus tard, quand elles seront devenues plus lumineuses et que je pourrai les disposer derrière une toile, elles rencontreront un certain succès. Le côté positif de cette recherche, c'est que depuis le début de 1987, depuis près de 30 ans, ces signaux de lumière sont restés constamment allumés dans mon entrée. Ils ne consomment presque rien et ont ainsi pu démontrer la grande durée de vie des LED ou Light Emitting Diode. Elles apportent une révolution dans l'éclairage et l'expression artistique. Parallèlement au LED, je poursuivis mes recherches picturales, en particulier ce couloir étroit, base du couloir de l'infini. Insaisissable. Cette fois, il est devenu une sorte d'avenue intitulée On the Road Again. Une version de la partie animée avec de l'électronique s'appellera Avenue de l'Opéra. Mais encore une fois, je sens que ce n'est pas la solution. 22 février 1987. Je reçus pour la première fois Alexandre. Il avait beaucoup bourlingué et s'intéressait aux diverses recherches ésotériques. Il était en relation avec plusieurs courants de chercheurs et il arrivait d'Australie où il avait été initié au chamanisme, nouvelle mode parisienne. Nos réunions de Dreammaker, où nous étions encore nombreux, avaient évolué. On ne commençait plus assis en cercle en se tenant la main, dans le silence, mais assis sur les sièges en contemplant le tableau animé par la musique. Ça s'était fait tout seul. Vers la fin d'une présentation, les participants se sont mis à chanter sur la musique, continuant quand elle s'est arrêtée. Ensuite, on s'est levé
et déplacés, les yeux fermés en chantant. L'énergie se transmettait par le chant. Tantôt, on se prenait la main, debout, tantôt, on se mettait dos à dos et levait les bras au ciel en sentant un courant descendre des mains dans les bras, dans le dos. Parfois, certains avaient des visions puissantes, toujours géométriques et généralement centrées. Parfois, on se mettait l'un derrière l'autre, les mains sur les épaules, tout en chantant. Ceci me convenait davantage, car devenant plus artistique et moins sectaire. Avec Alexandre, qui avait commencé à chanter avec nous, on était 8. Grand maximum pour cette petite pièce. Il affirmait que ce qu'on faisait était du chamanisme. Je n'étais pas d'accord. À ce moment, je ne pouvais pas dire pourquoi. Je le savais intuitivement, c'est tout. Dans des séances ultérieures, je sens quelque chose de désagréable. Je vois les yeux et je vois Alexandre faire des passes chamaniques avec ses bras. Je lui dis d'arrêter et de se laisser aller pour chanter. Il obtempère. Plus tard, des précisions me sont venues sur la différence qu'il y a entre les chants chamaniques et les nôtres. Le chamanisme, qui existe depuis la nuit des temps, est une sorte d'accès à des plans de conscience permettant de guérir les gens ou de visionner l'endroit où se trouvait le gibier indispensable à la survie de la tribu. La fonction était très pragmatique. Les connaissances des chamans et leurs chants procédaient d'un long apprentissage d'individus ayant les dons auprès d'anciens et d'une longue observation de la nature. Alors que nos chants sont spontanés, sans aucune formation préalable, ni aucune croyance préétablie. On a tout oublié après. On ne se rappelle jamais aucun passage mélodique, pourtant très simple. Par ailleurs, je sentais que les niveaux de conscience atteints par les chamans, s'ils sont au-dessus de la conscience ordinaire, bien entendu, ne sont pas très au-dessus. Leurs préoccupations sont essentiellement terre à terre, alors que j'ai la sensation d'accéder à des plans beaucoup plus élevés. Vers la même époque, on m'a présenté Gérard Barrière, un universitaire qui a enseigné l'histoire des religions. Il était aussi critique d'art. Surtout, il était un grand spécialiste du chamanisme, ayant été un peu partout dans le monde pour rencontrer des chamans de toutes sortes, en Amazonie, en Indonésie, en Mongolie, etc. Il avait expérimenté toutes sortes de pratiques. C'était une sorte de Malraux, à qui il ressemblait un peu physiquement. Gros fumeur comme lui, et alcoolique, en plus, il finira par en mourir encore jeune. Je le verrai quelque temps, puis il disparaîtra de mon environnement, parti dans ses grands voyages. Des années après, les circonstances de la vie le conduira à habiter tout près de chez moi. Alors, il me montrera des DVD filmés par des scientifiques du CNRS sur des pratiques chamanes et me fera écouter divers enregistrements de leurs chants. Mon intuition sera confirmée. Ils sont très différents des chants qu'on réalise dans l'extasium.